Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est vendredi 24 avril 2026 et notre cher ami, notre frère Patrick Henningsen est avec nous. Bienvenue à nouveau, Patrick. Stems please or that Nima. Patrick, commençons par les dernières nouvelles concernant le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a déclaré sur son compte X qu'il allait partir en tournée. D'abord à Islamabad, ensuite à Mascate, à Oman, puis plus tard à Moscou. Et il a précisé dans la dernière phrase de son message que nos voisins sont notre priorité. C'est pour cette raison qu'il fait ce déplacement. Et puis, d'après ce qu'a rapporté CNN, on apprend que Donald Trump préparerait Steve Whitcomb et Jared Kushner à être envoyés à Islamabad. Le problème, c'est que l'équipe iranienne a dit que ce n'était pas prévu dans leur programme. Et on a même vu, dans les médias iraniens, en persan, des informations disant qu'il n'y a pas de conditions réunies, que la situation ne s'y prête pas, qu'ils ne sont pas prêts à parler avec les États-Unis. Et là, il s'agit d'une visite de la délégation iranienne, du ministre iranien des Affaires étrangères, à Islamabad. Ça fait partie, comme je l'ai dit, de leur tournée. Mais il semble que Donald Trump insiste pour envoyer Jared Kushner et Steve Witkoff à Islamabad afin de discuter avec les Iraniens. Quelle est votre compréhension de la situation? Eh bien, j'imagine qu'il cherche des choses à faire pour Witkoff et Kushner, histoire qu'ils aient l'air utiles, ou quelque chose comme ça. Il ne joue sans doute pas assez de parties de golf sur les parcours de Long Island. Mais non, à ce stade, c'est presque une blague qui revient tout le temps. En réalité, c'est juste un autre signal envoyé aux États-Unis. Le monde ne va pas tout arrêter pour s'adapter à ce que dit Washington. C'est un peu comme, on envoie nos émissaires, nos envoyés spéciaux, à Islamabad. Peu importe ce que vous aviez prévu, mettez ça de côté, il faut recevoir nos gars. Ils veulent être impliqués. Le schéma est clair, Nima. Qui a demandé le cessez-le-feu? Ce n'était pas l'Iran. Et qui veut prolonger le cessez-le-feu? Ce n'est pas l'Iran. Et le prolonger encore. Ce n'est toujours pas l'Iran. C'est les États-Unis. Normalement, c'est la partie qui perd, ou celle qui est en position de faiblesse, qui supplie pour un cessez-le-feu. Et là, ce sont les États-Unis qui l'ont demandé. Si on en croit les conférences de presse de Pete Hegseth et les déclarations pleines d'assurance de Donald Trump, on pourrait penser qu'il maîtrise parfaitement la situation, que les Iraniens vont comprendre la leçon et se plier à la volonté de la puissance américaine, sinon ils seront détruits. Mais si c'est vraiment le cas, pourquoi avoir demandé un cessez-le-feu? Donc, pour moi, deux choses sont claires. Donald Trump n'a aucune issue convenable ici. Aucune issue convenable. S'il se retire maintenant, ce serait une humiliation. Ce serait presque comme admettre la défaite. Accepter les conditions iraniennes, il ne peut pas. Politiquement, c'est impossible. Dans sa tête, je pense qu'il le pourrait. S'il était malin, il le ferait, et il le présenterait d'une façon à faire passer ça pour une victoire. Mais ils sont tellement enfermés dans ce récit de la domination américaine qu'ils ont peur. Alors, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas se retirer. Il ne peut pas non plus jouer l'autre carte, celle du MAGA, la carte MAGA d'origine. C'est pas notre guerre. On n'est pas les gendarmes du monde. Ce qui se passe dans la rue, ça nous regarde pas. Vous vous souvenez? Le golfe Persique, on s'en fiche. On ne tire plus notre énergie de là-bas. Ça ne nous concerne pas. Les Européens doivent se bouger. Et 2 semaines plus tard, il dit « non, 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 il faut qu'on contrôle ça ». Donc si on se retirait en disant qu'on ne veut plus être le gendarme du monde dans le golfe Persique, eh bien, on laisserait pratiquement Israël livré à lui-même. Et le lobby américain ne le permettra pas. Donc cette option est écartée. Voilà, ce sont les 2 positions principales qui auraient du sens du point de vue des intérêts américains, on pourrait dire. Mais ils ne peuvent pas. Ces options sont interdites, bloquées,
pour Trump. Et l'autre possibilité, c'est d'escalader. C'est de masquer cette catastrophe par une autre catastrophe, par une nouvelle couche de crise. Et c'est exactement ce que montrent tous les signaux, Nima. C'est très clair. Il souligne l'incapacité à parvenir à un accord, l'incapacité à agir de manière adulte, à mener des relations internationales logiques. Enfin, les bases, tout simplement. On parle ici de diplomatie et de relations internationales de niveau licence. L'administration Trump n'arrive même pas à gérer ça. Ils sont vraiment incompétents. Donald Trump est sans doute l'un des pires négociateurs de l'histoire. Une partie de son livre, c'était l'art de la négociation. Mais construire un casino à Atlantic City et essayer de réparer une guerre d'agression illégale et non déclarée, avec tout le chaos mondial que cette guerre a provoqué, et vouloir arranger ça avec un simple accord, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et on ne peut pas ignorer l'histoire. On ne peut pas non plus ignorer les intérêts politiques et les sensibilités des autres pays. En fait, on ne peut pas ignorer l'architecture de sécurité de la région. Une architecture de sécurité d'après la présence américaine. Parce que c'est bien de ça qu'on parle, non? On parle d'un golfe Persique sans les États-Unis. Il n'y a plus de place pour eux là-bas. Personne, dans l'administration Trump, n'a voulu le reconnaître. Ils parlent comme si on était encore il y a un an, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le même golfe Persique. Ce n'est plus le même Moyen-Orient. Et ça ne le redeviendra jamais. Donc, leur incapacité à affronter et à accepter ces réalités, ajoutée à leur propre incompétence, leur négociateur, leur secrétaire d'État, qui est pratiquement aux abonnés absents. Marco Rubio, lui, on ne sait même pas où il est ni ce qu'il fait. J'imagine qu'il prépare en ce moment l'invasion de Cuba, encore une guerre illégale. Oui, il prévoit d'envahir Cuba. Voilà à quoi Rubio consacre son temps. Voler du pétrole et imposer des blocus illégaux aux voisins des États-Unis. Il ne prend même pas la peine de se présenter ni de donner son avis sur cette guerre. Tout ça montre bien que c'est un gouvernement dysfonctionnel. Ils n'ont qu'une seule option, s'entêter. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont tort, alors ils s'enfoncent encore plus. Et vous savez, en ce qui concerne Israël, Israël n'est pas en mesure de se défendre en ce moment. C'est assez clair. Si les hostilités reprennent, il va y avoir de gros problèmes pour Israël, sur le plan physique, politique, militaire, économique. Tout va continuer à se dégrader. Et ça ouvre aussi la porte à autre chose, parce qu'on parle beaucoup du déploiement d'armes nucléaires. Je trouve ça vraiment très inquiétant, choquant même, et effrayant que des gens en parlent avec autant de désinvolture, comme si c'était une solution justifiable à une guerre que les États-Unis et Israël ont déclenchée. Alors maintenant, on entend mensonge sur mensonge du côté occidental. Oui, mensonge sur mensonge. Ils en rajoutent encore, parce qu'ils ne veulent pas que les gens s'interrogent sur les causes profondes de tout ça, sur la façon dont tout a commencé. Et en réalité, tout ça a commencé avec le retrait du JCPOA pendant le premier mandat de Trump. C'est ce moment-là qui a enclenché toute une série d'événements qui nous ont menés à cette guerre et qui leur a donné le prétexte pour intensifier les tensions sous le faux prétexte, totalement inventé, que l'Iran développerait une arme nucléaire. Totalement faux. Et ils ont dû se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, qui était pourtant un traité international tout à fait acceptable. L'Iran n'en développait pas de toute façon, mais le JCPOA, sous Obama, offrait une double garantie qu'il ne le ferait pas. Donc en fait, c'était la meilleure solution pour tout le monde. Mais en se retirant de cet accord, ça a créé un récit du genre « Regardez, il n'y a plus d'accord nucléaire en vigueur ». L'Iran ne développe absolument pas d'armes nucléaires. Et maintenant, Trump revient, tu vois, 8 ou 9 ans plus tard, pour dire que l'accord sur le nucléaire, le JCPOA, aurait mis l'Iran sur la voie de l'arme atomique.
C'est juste incroyable qu'ils arrivent à vendre ça à un public américain de plus en plus stupide, à une chaîne Fox News de plus en plus lobotomisée, et à ce qu'il reste de la base MAGA. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Les gens aux États-Unis qui croient à tout ça, à ces arguments à moitié cuits, ils devraient vraiment aller se faire examiner. Sans parler du fait que, selon moi, la moitié du cabinet Trump devrait passer un alcotest et un dépistage de drogue immédiatement, parce que les choses qui sortent de la Maison-Blanche en ce moment sont complètement folles. Patrick, le principe d'un blocus, c'est de mettre une pression économique sur l'Iran. C'est un pays qui, pour beaucoup d'entre nous, je pense, a été sous sanctions américaines pendant très longtemps. Plus de 46 ans. Donc ils savent comment faire face aux difficultés économiques. Les États-Unis, eux, non. Oui, aujourd'hui j'ai parlé avec Larry Johnson. Il disait, au mieux, ils arrivent à contrôler 10% du trafic entrant et sortant du Golfe Persique. Et ça, c'est tout à fait gérable pour les Iraniens. Mais quand on regarde la situation actuelle, est-ce que tu penses, il me semble que Donald Trump commence à comprendre que ce blocus ne fonctionne pas? Hier, on a appris par exemple qu'un navire de la marine des gardiens de la Révolution escortait un de ses pétroliers vers le Golfe Persique. Et personne n'a réagi. La marine américaine a essayé de le saisir, mais elle n'a pas pu à cause de l'IRGC. C'était une sorte de confrontation, une démonstration de force entre les deux camps. Et ça va empirer. Ça ne va pas s'arranger pour les États-Unis dans cette région. L'Iran est chez lui, dans sa région. Les États-Unis, eux, sont des invités là-bas, ou plutôt des étrangers à cette région. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que selon vous, ça va entraîner de nouvelles escalades, de nouveaux cycles de guerre? Et jusqu'où cela pourrait-il mener à un résultat constructif pour les États-Unis? Eh bien, tout d'abord, un blocus militaire des ports iraniens ou du transport maritime iranien, c'est un acte de guerre. Donc avant tout, ça rend toute négociation impossible. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas d'accord de paix. Alors, l'idée selon laquelle l'Iran devrait venir à la table des discussions, pendant qu'on lui impose un blocus, pendant qu'on se vante, Pete Hegseth est à la télévision devant la presse, en train de se vanter que les États-Unis interceptent des navires commerciaux iraniens, qu'ils les appellent des flottes noires, et qu'ils disent « on va les traquer partout dans le monde avec notre marine ». D'accord. Et ensuite, on accuse l'Iran de piraterie, alors qu'en réalité, ce sont les États-Unis qui se comportent comme les plus grands pirates de la planète en ce moment, en utilisant la marine américaine comme une force de corsaires au service de l'État d'Israël. C'est en gros ce qu'ils font. Donc ça, ajouté au renforcement des sanctions par les États-Unis en même temps, encore un acte de guerre. Alors concernant le détroit d'Ormuz, ce que les gens doivent comprendre est assez simple. Du point de vue du droit international, les États-Unis n'ont aucun fondement juridique. Si on regarde la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, deux pays ne l'ont pas ratifiée. L'un d'eux, c'est l'Iran. L'Iran ne l'a pas ratifié, donc il n'a pas adhéré à ce cadre. Et devinez quel est l'autre pays qui ne l'a pas ratifié? Eh bien, c'est celui qui prône la liberté de navigation sur toutes les voies maritimes, et ainsi de suite. L'Iran, lui, a dit non. Il se réserve le droit d'exercer un contrôle sur sa zone proche, le détroit d'Ormuz. Les États-Unis n'ont pas ratifié cet accord non plus. Donc, sur le plan juridique, les États-Unis n'ont aucune base solide en matière de droit maritime, d'abord. Ensuite, l'Iran et Oman ont tous deux étendu leurs eaux territoriales au cours des 50 dernières années, au point qu'elles se rejoignent pratiquement dans le détroit d'Ormuz. Autrement dit, il n'y a plus vraiment d'espace libre relevant des eaux internationales à cet endroit. C'est le deuxième point. Troisièmement, on est dans une situation de guerre.
L'Iran est en guerre. Les États-Unis et Israël ont déclaré la guerre à l'Iran. Même s'ils ne l'ont pas fait officiellement, ils ont mené une guerre non déclarée, une guerre d'agression contre un État souverain, membre des Nations Unies. Donc, à cause de ça, et selon les lois de la guerre et les précédents, l'Iran est tout à fait dans son droit, tant que ce conflit n'est pas résolu, de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz jusqu'à ce qu'il y ait une sorte d'accord provisoire, puis un traité. C'est très simple. Alors, pour revenir au point de départ, Nima, le vrai problème, c'est l'incapacité des États-Unis à être capables de conclure des accords, surtout sous l'administration Trump. Mais Biden avait aussi ce problème, notamment avec la Russie. Les États-Unis, la Russie et tous leurs différents accords, y compris tout ce qui concerne l'Ukraine. Trump, lui, c'est encore pire, et de loin. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas résoudre la situation. Alors Trump, eux, ils vont se retourner et dire « Eh bien, ce n'est pas notre problème. On ne reconnaît pas le droit international. On est les États-Unis. » Eh bien, en réalité, non. Les États-Unis ont adhéré aux conventions de Genève et à tout un ensemble d'autres traités internationaux. Et par exemple, quand ils disent maintenant qu'ils donnent l'ordre de tirer sur des bateaux iraniens et en gros de tous les détruire, eh bien ça c'est contraire au droit américain. Parce que les États-Unis ont adopté, après la Seconde Guerre mondiale, toutes ces règles qui limitent l'action de leur armée et empêchent le pays de refaire ce que tout le monde faisait avant cette époque, c'est-à-dire commettre des atrocités de guerre. C'est précisément pour ça que toutes ces conventions ont été mises en place et ratifiées par le Congrès américain. C'est donc la loi du pays en vertu de la clause de suprématie du droit américain et de la Constitution. C'est une obligation. Pour s'en affranchir, il faudrait abroger toute cette législation aux États-Unis. Trump agit donc complètement en dehors du droit américain, en violation du droit américain. Ce qu'ils font est illégal selon les normes juridiques du peuple américain et c'est aussi illégal au niveau international. Ils n'ont absolument aucun droit de dire à l'Iran ce qu'il doit faire dans le détroit d'Ormuz. Et l'Iran a parfaitement le droit, sur le plan international, de faire ce qu'il fait. Tout indique, Nima, l'échec des négociations, l'incapacité des États-Unis à agir comme une puissance normative dans le système international, ainsi que les menaces de cette administration. Et puis il y a aussi le déploiement de moyens militaires américains, avec un autre groupe aéronaval qui contourne le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, pour se diriger vers l'océan Indien. Je pense qu'il s'agit du porte-avions USS George H.W. Bush et que ce groupe aéronaval rejoint deux autres groupes. L'un se trouve déjà dans l'océan Indien, dans la mer d'Arabie, dans cette zone-là. L'autre vient de Grèce, dans le nord de la mer Rouge, c'est l'USS Gerald Ford. Assez curieusement, je ne sais pas s'il ira plus au sud en passant par le détroit de Bab el-Mandeb. C'est aussi un point problématique. Mais il est plus probable que sa mission soit d'apporter un soutien potentiel à Israël pour défendre Israël, mais aussi pour protéger le port de Yanbu, en Arabie Saoudite, et le pipeline Est-Ouest, le Petroline. Ce pipeline sert à contourner le détroit d'Ormuz, qui deviendra une cible dès que les hostilités reprendront sous les tirs de missiles iraniens. On dirait que ce groupe aéronaval comprend non seulement les porte-avions, mais aussi les destroyers qui les escortent, avec des capacités d'interception de missiles. Donc tout porte à croire qu'il se prépare à la guerre, Nima. C'est la conclusion inévitable à laquelle on peut arriver ici. Et si la guerre est évitée, si nous évitons la guerre dans ce cas, ce sera parce qu'ils essaient de trouver autre chose à faire, une autre manière de s'y prendre. Trump, lui, aime tout contrôler dans le détail. Il adore micro-gérer. Et tu sais, redessiner les lignes du terrain pendant que le match se joue. Changer les limites du terrain en plein jeu, en quelque sorte.
C'est comme ça que Donald Trump fonctionne quand il agit. Et il pense que, d'une manière ou d'une autre, il finira par trouver la formule magique pour obtenir l'accord qu'il veut. Mais là, on ne parle pas de construire un immeuble à Manhattan. C'est complètement différent. Donald Trump est totalement dépassé. En tant qu'individu, il a largement dépassé son niveau de compétence en tant que président des États-Unis. Et tout le monde en Amérique le sait. Il est la risée du monde entier. Il restera dans l'histoire, sans doute, comme le pire président américain que le pays ait jamais eu et qu'il aura jamais. C'est déjà gravé, c'est ça, son héritage. Il s'imagine qu'un porte-avions portera son nom ou qu'on lui fera une grande statue à Washington. Ça n'arrivera pas. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on vient d'expliquer. Je pense que le problème auquel il est confronté, c'est que son ennemi doit l'aider à s'en sortir. C'est bien ça le problème. On avait un cessez-le-feu, puis il a décidé, tout seul, de le prolonger. L'Iran a compris, d'une certaine manière, ce qui se jouait dans cette histoire, parce qu'ils ne veulent pas participer à un jeu qui consisterait à aider Donald Trump à sauver la face dans la situation qu'il affronte en ce moment. Et là, on le voit bien, il n'y a aucune issue pour Donald Trump, à moins que l'Iran ne décide de lui venir en aide. C'est impossible autrement. Quand on regarde ce qui se passe en Iran, la nature du discours, la façon dont il parle du conflit, il n'y a vraiment aucun moyen pour Donald Trump de sauver la face. Et il va avoir beaucoup de difficultés. Je pense que tous les signes, comme vous l'avez dit, montrent qu'on se dirige vers une forme d'escalade, un nouveau cycle de guerre. Parce que l'Iran préférerait aller vers la guerre, mettre une forte pression, même si cela aggrave la situation pour Donald Trump, plutôt que d'aller dans une direction qui pourrait l'aider. C'est la réalité à laquelle il est confronté. Je ne sais pas s'il en a conscience, ou s'il essaie désespérément de faire autre chose, parce qu'il ne semble pas que l'Iran soit prêt à jouer le jeu comme il voudrait, pour lui venir en aide. Je pense qu'au fond de lui, il se rend compte qu'il s'est fait dépasser. Il s'est mis dans une situation quasiment impossible à gagner. Mais comme tu l'as dit, il essaie d'obtenir un peu d'aide de l'Iran pour s'en sortir. Ils viennent à la table des négociations, mais peut-être que tout ça a une autre dimension. Enfin, je ne suis pas psychologue, mais un sociopathe va se convaincre qu'il y a une solution, alors qu'au fond, il se prépare à tout saboter. Une fois qu'il a amené l'autre partie à la table pour trouver un compromis, il attaque de nouveau. C'est le fonctionnement typique d'un narcissique malveillant, d'un psychopathe ou même d'un tueur en série, quelque chose dans ce genre-là. C'est un peu comme ça que le cerveau de Donald Trump fonctionne. Il se convainc lui-même qu'il veut sincèrement trouver une solution. Mais une fois que les gens sont à la table, il attaque. C'est dans sa nature. Il n'a pas le tempérament, ni, je pense, la profondeur intellectuelle ou les capacités nécessaires pour faire le travail qu'il occupe. Malheureusement, celui pour lequel il a été élu. Et il est complètement dépassé. Il s'est mis dans une situation où il est dépassé. Si au départ, il avait évité la guerre, la raison pour laquelle les gens ont élu ce type, ce clone, cette honte, ce désastre ambulant, c'est parce qu'il croyait à sa promesse, qu'il ne plongerait plus les États-Unis dans d'autres guerres stupides, surtout au Moyen-Orient. En fait, il a été élu sur cette base-là. Mais on savait tous, en tant qu'Américains, ou du moins ceux d'entre nous qui faisaient un peu attention, que s'il tenait ses promesses, il s'en sortirait probablement bien. Il pouvait se concentrer sur la situation politique intérieure, entretenir de bonnes relations avec les autres pays, améliorer le commerce, et ainsi de suite. Mais on a eu exactement l'inverse depuis 1 an et demi. Littéralement, le contraire de tout ça.
Donc, il n'est pas capable de se sortir de cette situation. D'autres forces ont pris le contrôle de son administration sur le plan intérieur maintenant. Et puis les Israéliens, je pense qu'ils contrôlent totalement la Maison-Blanche en ce moment. Et ils vont même jusqu'à dire aux États-Unis, Israel Katz, le ministre de la Défense, qu'en gros, ils vont attaquer des Iraniens, qui vont tuer des Iraniens. Et les États-Unis, eux, envoient presque le signal qu'ils devront les soutenir, parce qu'ils vont frapper à nouveau. Voilà, c'est ce que dit le ministre de la Défense. Pendant ce temps-là, Trump hésite sans arrêt. Il n'arrive pas à se fixer sur sa propre ligne. Est-ce qu'il s'agit d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire? Est-ce qu'il s'agit de dénoncer le fait qu'ils tuent leur propre population? Ou encore de dire qu'il s'apprête à pendre ces 8 femmes et qu'il vient d'intervenir pour empêcher ça? Vous savez, quelque chose allait se passer. Et maintenant, il dit, eh bien, vous savez, des prix de l'essence plus élevés, une dépression économique, c'est le prix que vous allez devoir payer, parce que je viens de vous sauver d'un Iran doté de l'arme nucléaire. En gros, il dit, vous préférez un Iran avec l'arme nucléaire ou des prix de l'essence élevés. Il faut choisir. Donc, vous allez accepter des prix de l'essence plus hauts et nous, on s'occupe du nucléaire iranien. Il fabrique un homme de paille, tout simplement. C'est un niveau de propagande qu'on n'a jamais vu auparavant en Amérique. Et je vous le dis, l'Amérique, c'est l'une des sociétés les plus travaillées par la propagande de toute l'histoire de l'humanité. On a, en Amérique, une machine de propagande qui est franchement la plus impressionnante, la plus puissante, la plus énorme machine de fabrication du consentement et de désinformation que le monde ait jamais connue. C'est vraiment immense. Et ce qu'ils diffusent en ce moment, c'est quelque chose que personne, parmi tous ceux à qui j'ai parlé, n'a jamais vu de sa vie. Je veux dire, Pete Hegseth, ce présentateur télé qui a été nommé à la tête du Pentagone, il sort aujourd'hui en conférence de presse, ou hier après-midi, je crois, et il dit « Vous savez qui mérite le prix Nobel de la paix ?» L'armée américaine mérite le prix Nobel de la paix, parce que c'est nous qui protégeons le monde. Le monde, lui, ne nous apprécie tout simplement pas. On devrait l'avoir chaque année. L'armée américaine devrait recevoir le prix Nobel de la paix. On ne peut pas sous-estimer le niveau de délire ici, ni la pure sociopathie de ces gens qui sont médiocres dans les fonctions où ils ont été placés. Et on en voit les résultats aujourd'hui. C'est un désastre total, du jamais vu. Et on prie tous pour que ces gens ne fassent pas exploser le monde. À ce stade, on prie simplement pour que Donald Trump ou les Israéliens ne sortent pas la carte nucléaire pour se sauver, pour se sortir du chaos qu'ils ont eux-mêmes créé. Et l'économie mondiale, enfin, je préfère même pas m'aventurer là-dedans, Nima, parce que, tu vois, en ce moment, l'économie mondiale est déjà en train de se prendre le mur. On le voit déjà en Asie du Sud-Est. Pénurie de carburant, entreprises qui ferment. On va commencer à voir des faillites, des liquidations. Il y a des pans entiers de l'industrie manufacturière qui sont à l'arrêt. C'est du niveau de la crise du Covid, des perturbations à l'échelle du système. Et ça, c'est déjà en cours. Ça va finir par arriver chez nous. Parce que le marché papier, les marchés à terme, les produits dérivés, tout ça, est en train de se confronter à la réalité matérielle sur le terrain. Toutes les réserves sont épuisées, que ce soit le pétrole, le gaz en mer, et ainsi de suite. En gros, le vrai prix va finir par apparaître et le marché fera ses propres ajustements. En ce moment, on fait face à des pénuries de kérosène un peu partout dans le monde. Et ça touche tout. Les transports, les livraisons, l'emploi. Donc on est déjà en train de voir une récession mondiale dès cette semaine. Et si ça continue, si on continue à s'enliser dans cette guerre impossible à gagner, dans ce désastre, alors là, on se dirige vers une dépression mondiale. Elle commencera vraiment
et sans doute bien plus vite que ce que les gens imaginent. Mais elle frappera fort à partir de juin. Peut-être qu'ils ont encore le mois de mai pour rester un peu dans leur bulle. Tout le monde aux États-Unis pourra aller faire des barbecues et faire comme si de rien n'était, parce que le pays est énergétiquement indépendant. Mais ça ne va pas sauver toutes les chaînes d'approvisionnement qui sont en train d'être complètement détruites parce que les États-Unis et Israël ont fait au monde, c'est-à-dire déclencher cette guerre qu'ils pensaient finir en une semaine. Et nous voilà ici, et tout ce que Trump dit, c'est « Oh, ça ne fait que 4 semaines ». Non, non, Donald, arrête. En 4 semaines, stop. En 6 semaines. On entre déjà dans le 3e mois à partir de la semaine prochaine. D'accord? Donc, il essaie encore de minimiser. C'est typique de ce président, toujours en train d'essayer de réduire la gravité de ses propres erreurs catastrophiques et de présenter ça comme une victoire. Mais ça va vraiment lui exploser au visage, à lui et au gouvernement américain, et ça va provoquer une crise politique à l'approche des élections de mi-mandat. Franchement, c'est une catastrophe qui est en train de prendre de l'ampleur. Il ne cesse de comparer la guerre avec l'Iran, au Moyen-Orient, à ce qui s'est passé au Vietnam. Pourquoi il fait ça? Parce que dans sa tête, la durée de cette guerre serait comparable à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc ils ont combattu pendant des années, et lui, il en est à 4, peut-être 6 semaines de guerre contre l'Iran. Il se dit qu'il a encore du temps, qu'il n'a aucune pression. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Parce que la guerre du Vietnam, on le sait, c'était une tragédie. Mais elle n'a pas frappé l'économie mondiale, comme le fait aujourd'hui le conflit avec l'Iran. Ce sont 2 situations totalement différentes, 2 scénarios, sans aucun point de comparaison. Et pourtant, il continue d'en parler. Trump est tellement drôle quand il a une petite phrase qui lui reste en tête. Il n'est pas vraiment, disons, il n'a pas une grande capacité intellectuelle. On dirait qu'il a un trouble de l'attention ou quelque chose comme ça. Il n'arrive pas à se concentrer. Il n'a pas envie de vraiment comprendre ce qu'il dit. Il se contente de dire « Ah, ça sonne bien ». Il dit, avec assurance, depuis combien de temps on est là-bas, en tant que président des États-Unis. C'est quand même un type qui a esquivé la conscription pendant la guerre du Vietnam. D'accord? Il s'en est sorti. Je ne sais pas combien de certificats médicaux il a eu pour ses épines osseuses ou peu importe, mais il a clairement tout fait pour éviter d'y aller. Et il est sans doute assez fier d'être un objecteur de fait. Et pourtant, il affirme qu'on a été en guerre au Vietnam pendant 18 ans. 18 ans de guerre au Vietnam. D'où sort-il ce chiffre, 18 ans? Parce que les États-Unis n'ont pas mené d'opération de combat au Vietnam avant l'incident du golfe du Tonkin. Et si je ne me trompe pas dans mes calculs, cet incident, c'était en 1964. Je ne vais pas vérifier maintenant, mais disons que c'était 64. Ensuite, la fin officielle des opérations de combat, c'était, je crois, les accords de Paris. Je pense que c'était en 1972 ou 73. 73, je dirais. Donc ça fait environ 8 ans et demi, quelque chose comme ça. C'est la durée des opérations de combat au Vietnam, pas 18 ans. Et ça devrait compter pour un président américain, ne serait-ce que par respect pour les centaines de milliers de personnes concernées. Et d'ailleurs, les États-Unis n'ont pas perdu seulement 56 000 soldats au Vietnam. Beaucoup d'autres sont morts après être rentrés chez eux. Il y a eu énormément de morts supplémentaires, sans parler de l'agent orange, tout ça. Et puis, il ne faut pas oublier les 2 millions de civils vietnamiens, laotiens et cambodgiens qui ont péri. Eux, évidemment, ne comptent pas du point de vue américain. Pour eux, les Arabes ou les gens d'Asie du Sud-Est, c'est en dessous de l'Afrique, en dessous de l'humain. Ils ne comptent pas.
Ce qui compte, ce sont les soldats américains morts dans les guerres de conquête américaines. Donc, il ment. C'est un manque total de respect pour l'histoire, pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie dans une autre guerre stupide menée par l'oncle Sam. Il n'y a rien à en tirer de la guerre du Vietnam. Rien dont un Américain puisse être fier. Et Donald Trump, lui, il n'est même pas dans le bon ordre de grandeur. Alors, d'où vient ce chiffre, 18 ans? C'est Stephen Miller, un des soi-disant génies qui travaille pour lui, qui est allé sur Wikipédia. Et là, il a lu que c'était la durée du conflit du Vietnam, depuis, disons, l'insurrection post-coloniale contre la France, jusqu'à l'arrivée des conseillers américains. Mais là, on ne parle pas de conseillers qui débarquent. On parle des États-Unis qui déploient toute la puissance de leur armée de l'air et de leur marine contre la République islamique d'Iran, en la menaçant d'une destruction totale et en consommant des munitions à un rythme jamais vu à l'époque moderne. Ce n'est pas l'envoi de conseillers militaires pour aider à combattre le Viet Cong. S'il n'est même pas capable de comprendre ça, sur un point aussi basique de l'histoire américaine, alors franchement, je n'ai aucune confiance dans sa capacité à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, d'une manière un tant soit peu sérieuse. Vous voyez, c'est juste un ignorant. On pourrait prendre quelqu'un au hasard dans la rue, et cette personne aurait sans doute une meilleure compréhension de ces sujets que Donald Trump. Mais lui, il fait simplement semblant d'être président. Pour lui, c'est juste une autre version d'une émission de télé-réalité. Il passe d'une occasion médiatique à une autre, avec ses petites phrases toutes prêtes. Et puis il dit, « Bon, la guerre de Corée, ça a duré combien de temps? Combien de temps? C'est rien ça. » Donc comme si ça ne traînait pas pendant des années, il conclut, « Taisez-vous, arrêtez de nous critiquer. » C'est une victoire militaire sans précédent? Non, pas du tout. C'est une guerre illégale. Et ça ne sera jamais considéré comme une victoire. Ni par Donald Trump, ni par Pete Hegseth, ni par personne d'autre dans l'administration Trump. Ce ne peut pas être une victoire dans les livres d'histoire. C'est une guerre illégale. C'est un crime de guerre. Vous êtes coupable de crime de guerre. Chaque soldat américain, chaque officier qui exécute des ordres illégaux est lui aussi, historiquement et légalement, coupable de crimes de guerre. Chaque minute où vous continuez cette guerre, c'est illégal. Ce ne sera jamais une victoire. À moins qu'on soit dans un roman de Philip K. Dick, comme Le Maître du Haut Château, où les nazis auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Là, oui, ce serait le vainqueur glorieux qui écrit l'histoire, les Japonais et les nazis, comme dans le roman de Philip K. Dick. C'est complètement irréaliste. Mais c'est bien là où en est l'administration Trump. Ils s'imaginent, un peu comme le Reich, qui vont diriger le monde et devenir la plus grande puissance de la planète, comme si tout ça n'était qu'une immense conquête. Mais ça ne va pas se terminer comme ça. En réalité, ça ne va même pas du tout dans cette direction en ce moment. Du coup, c'est vraiment difficile de prendre au sérieux quoi que ce soit de ce que ces gens disent à Washington aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus le contrôle. La seule issue possible, ce serait une sorte de départ spectaculaire du président, soit une démission pour raison de santé, soit peut-être un coup d'État militaire, quelque chose comme ça. J'ai du mal à croire qu'on en soit à en parler. Jamais. Je n'aurais imaginé vivre ça de mon vivant. Mais on en est arrivé à un point où c'est le genre de choses qui devrait se produire. Et le détroit d'Ormuz n'est pas fermé. À la télé, ils disent que l'Iran a fermé le détroit. C'est faux. Il est fermé pour certains, mais ouvert pour d'autres. Donc c'est un mensonge fondamental que le gouvernement américain et les médias racontent à leur propre population. Ils présentent le blocus américain, qui est un acte de guerre, donc illégal, comme s'il était réciproque et d'une certaine façon justifié. En réalité, à tous les niveaux, c'est un mensonge. Tout ce que Trump dit sur les Iraniens,
qu'ils tuent des Américains depuis 47 ans, c'est faux. Ce sont les États-Unis qui tuent des Iraniens. Les Iraniens, eux, n'ont pas tué d'Américains. Et puis ils disent « Ah, ils ont tué nos soldats en Irak avec des bombes artisanales au bord des routes. Ils ont massacré nos hommes en Irak. » Attendez une minute. C'était la résistance irakienne. Une seconde. Vous n'avez pas envahi et occupé l'Irak sous de faux prétextes, de fausses accusations d'armes de destruction massive, comme les fausses accusations sur les armes nucléaires iraniennes que vous essayez de faire passer en ce moment. Exactement la même chose. Donc, vous occupez l'Irak et il y a une résistance irakienne qui riposte contre les soldats américains qui sont, dans ce contexte, des cibles légitimes. Et vous mettez ça sur le dos de l'Iran, en prétendant que l'Iran tue des Américains. En réalité, ils utilisent simplement ces mensonges pour pousser le peuple américain à soutenir cette guerre illégale. C'est tout ce qu'ils font. Aucune excuse, rien, à propos des États-Unis qui ont abattu un avion de ligne iranien et tué tout le monde à bord. Ça n'entre jamais dans la conversation. Si on faisait ça à l'Amérique, les Américains seraient dans la rue en train de crier « mort à l'Iran » si l'Iran faisait ça à des avions de ligne américains. Mais quand c'est l'Amérique qui le fait, le président de l'époque, George H.W. Bush, celui dont le porte-avions qui passe en ce moment au large de Madagascar porte le nom, il a dit qu'il refusait de s'excuser. « Je ne m'excuse pas pour les actions des États-Unis d'Amérique », a déclaré George H.W. Bush à l'époque, dans les années 80. Et les mensonges continuent, comme quoi le JCPOA était un mauvais accord. Non, ce n'était pas un mauvais accord, c'était un bon accord. Et aujourd'hui, Donald Trump tuerait pour avoir cet accord. Il tuerait pour ça. D'ailleurs, il tue, mais il n'aura pas cet accord. Cette fenêtre-là est fermée. Ça n'arrivera pas. Il avait cet accord. En fait, il avait même un meilleur accord lors du dernier cycle de négociations avec les Omanais. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Mais le problème, c'est que les États-Unis ne sont pas capables. Et maintenant, l'Iran sait que même s'il signe un accord avec ce président ou avec les États-Unis, on pourra revenir les attaquer de temps en temps, à n'importe quel moment dans le futur. Alors, ils construisent leur infrastructure. Ils reconstruisent leur production et leur distribution pétrochimique, les États-Unis et Israël, ou bien ils reconstruisent leurs centrales nucléaires civiles. Et Israël et les États-Unis se réservent le droit, puisque c'est une guerre d'agression non déclarée, de revenir périodiquement détruire les infrastructures iraniennes. Eh bien, ça ne va pas passer. Ça ne va pas marcher. Sans parler du fait que l'Iran se réserve le droit de riposter de la même manière. Et là, l'Occident et Israël disent « c'est inacceptable, ils nous terrorisent. 4 Israéliens doivent courir se réfugier dans les abris à Tel Aviv. Ils sont traumatisés. On ne peut pas laisser faire ça. » Et donc, tu vois, ils construisent un récit selon lequel la seule façon d'arrêter l'Iran, puisque l'Iran ne se rendra pas, c'est le même genre de récit que les États-Unis ont utilisé pour justifier le largage de 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Les Japonais sont des combattants acharnés. Ils ne vont pas se rendre. Donc, on devrait utiliser l'arme nucléaire pour mettre fin à cette guerre terrible, soi-disant pour sauver des vies et pour stopper la catastrophe économique provoquée par ce conflit et par les perturbations du commerce et des chaînes d'approvisionnement. C'est exactement le même type de justification qu'on a entendu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On verrait les mêmes arguments réapparaître ici, pour légitimer l'usage d'armes de destruction massive contre un pays qui, lui, n'en possède pas. C'est ça, ma crainte. Si les États-Unis et Israël continuent à s'enfermer dans une impasse de plus en plus grave, alors on risque d'en arriver à un point où, pour eux, la seule issue possible serait celle-là, parce qu'ils refuseraient d'admettre la défaite.
Ils n'admettront jamais qu'ils ont tort. Ils ne reconnaîtront pas leurs erreurs. Ils ne prendront pas leurs responsabilités. Leur seule issue, c'est d'en rajouter encore. Parce que c'est ça, la mentalité israélienne. Et à ce stade, Donald Trump pourrait tout aussi bien faire flotter un drapeau israélien au-dessus de la Maison-Blanche, tant ses paroles et ses actes sont indiscernables de ceux de Benjamin Netanyahou. Pour moi, c'est un gouvernement étranger. Il y a une occupation étrangère à Washington. Je ne reconnais pas ça. Ce n'est pas une présidence américaine. Ce n'est pas une administration américaine. En ce moment, c'est méconnaissable. Mais si on mettait un drapeau israélien sur la Maison-Blanche aujourd'hui, là, ce serait parfaitement familier et je comprendrais tout à fait. Patrick, une partie de cette guerre, c'est ce qui se passe entre Israël et le Liban. Et on sait que Donald Trump a annoncé aujourd'hui que le cessez-le-feu allait être prolongé. Ils vont accorder 3 semaines supplémentaires. Alors la question, c'est en quoi consiste exactement ce cessez-le-feu entre le Liban et Israël? On a l'impression qu'il s'agit d'un accord entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien, alors même qu'ils bombardent le sud du Liban. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Et on a bien vu que le Hezbollah est capable de riposter. Et à ce stade, je pense qu'ils ont bien compris le problème, le manque d'intercepteurs du côté israélien. Ils ne peuvent pas abattre chaque roquette qui part vers Israël, tout simplement parce qu'ils font face à une pénurie d'intercepteurs. Et c'est un vrai problème, pas seulement pour Israël. D'après ce qu'ont rapporté le New York Times, le Washington Post et CNN, les États-Unis, eux aussi, commencent à manquer de munitions, d'intercepteurs et de missiles de croisière. Quelle est votre lecture de cette situation? Encore une fois, revenons à la question de l'orientation militaire des États-Unis dans le Golfe Persique et au Moyen-Orient. À l'origine, cette présence visait, et a toujours visé, à protéger Israël. Mais elle sert aussi à offrir, au moins en apparence, une forme de défense aux pays du Golfe, les États arabes du CCG. Et cela a toujours été dans l'intérêt des États-Unis, parce qu'en réalité, ils protègent leurs pétrodollars. Et ce n'est pas tout. Ils gagnent aussi des sommes énormes en vendant des armes aux pays arabes du Golfe. Donc, d'un côté, c'est une sorte de système de protection, et de l'autre, c'est une source de profits colossaux pour le complexe militaro-industriel, ainsi que pour Aramco. Tout ce grand ensemble en Arabie Saoudite, ce consortium d'entreprises américaines qui, à l'origine, était entièrement américain. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça l'était avant. Le Golfe a changé. Donc en réalité, ce qu'il reste aux États-Unis, c'est de fournir une sorte de gigantesque dôme de fer pour Israël. C'est la principale fonction des États-Unis, depuis Djibouti jusqu'à Diego Garcia, en passant par le Golfe Persique et toutes les autres bases américaines, en Jordanie, en Arabie Saoudite, au Koweït bien sûr, et ailleurs. Même si, il faut le dire, une grande partie des installations à Bahreïn ne sont plus actives, et c'est à peu près pareil pour le Koweït. Mais auparavant, les États-Unis avaient aussi une présence en Irak. Dans le nord-est de la Syrie, à la base aérienne d'Encirlik en Turquie, sans oublier ce qu'ils ont à Erbil, au Kurdistan irakien, et bien sûr en Israël. Tout cela, absolument tout, c'était pour protéger Israël. Et on l'a bien vu. C'est maintenant prouvé. Une vraie promesse, 1, 2, 3, 4. On voit les forces navales américaines se positionner pour ça. Leur première priorité, les intercepteurs. Défendre Israël contre les missiles iraniens, priorité numéro 1, et contre les drones iraniens, priorité numéro 1 aussi. Les pays arabes du Golfe viennent ensuite. Les pays arabes du Golfe en deuxième. Et c'est là que le problème se pose. Non seulement, ils ne protègent pas les pays arabes du Golfe, mais en plus, ils attirent le feu sur eux, parce que ces pays sont devenus complices de ces crimes de guerre commis par les États-Unis et Israël. On se retrouve donc maintenant dans une région totalement différente,
dans une situation complètement nouvelle. Ajoutez à cela, comme vous l'avez dit, l'épuisement des munitions américaines, des intercepteurs et plus largement la fatigue et la redondance des moyens navals des États-Unis que Donald Trump pense pouvoir déplacer comme dans une partie de bataille navale. Et puis il y a Pete Hegseth qui passe ses nuits, on ne sait pas trop à faire quoi, une bouteille sur la table, à planifier des opérations comme celle pour récupérer l'uranium enrichi à Ispahan. Cette fameuse mission des forces spéciales, soi-disant dirigée par Pete Hegseth et la Delta Force, un échec total. Donc non, leurs échecs ne sont pas terminés, ces types-là. Et c'est bien ça, le vrai problème. Donc je ne vois pas vraiment comment ça peut durer à long terme. Je ne pense pas que les pays du Golfe, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite en particulier, les principaux, puissent encore compter sur leurs relations avec les États-Unis pour vraiment les protéger à l'avenir. Il y a là toutes sortes de signaux d'alerte majeurs pour Washington. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils espèrent obtenir dans les prochaines semaines. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Bien sûr, ils peuvent encore utiliser ce qu'il leur reste, mais ce n'est pas grand-chose. Et il faut oublier l'idée d'envoyer des avions à courte distance pour larguer des bombes en chute libre. Ça ne marchera pas, comme on l'a vu avec les différents appareils américains abattus. Le public américain n'a pas l'estomac pour voir des F-35 tomber du ciel, ni pour voir un destroyer américain couler au fond du golfe d'Oman. Et pourtant, c'est très probable si les hostilités reprennent. C'est cette image-là qui restera associée à Donald Trump. Et imaginez, en plus, un bombardier américain B-1 ou B-2 abattu. D'accord, ça s'est déjà produit en Yougoslavie. Mais si ça se reproduit, là tout change, parce que ça voudrait dire que la supériorité aérienne totale n'est plus garantie. À ce moment-là, l'histoire est terminée, vraiment terminée. Sauf si les États-Unis décident d'aller encore plus loin, comme on l'a dit, avec des armes non conventionnelles. Et là, on entre dans une autre histoire, malheureusement. Donc c'est vraiment difficile, Nima, de voir où pourraient se trouver les avantages potentiels, même en poursuivant cette voie sur le plan militaire. Et puis ils disent, on a tout le temps du monde. C'est ce que dit Donald Trump. Mais il n'a pas tout le temps du monde. Politiquement, non. Il est tenu en laisse et sur le plan économique, encore plus. Militairement, les États-Unis tournent presque à vide. S'ils tentaient une invasion terrestre, quelle qu'elle soit, ce ne pourrait être perçu que comme un immense acte de désespoir et un énorme geste d'orgueil. Et tu ne peux pas sous-estimer, Nima, dans ce genre de situation, et c'est vrai depuis toujours, l'arrogance qui accompagne souvent un mégalomane ou un dictateur. L'histoire regorge d'exemples de dictateurs et d'autocrates qui ont complètement perdu la tête, envoyant littéralement des hommes en première ligne dans l'espoir absurde de donner une leçon à leur adversaire. Et je pense que ce même niveau d'arrogance peut se retrouver chez des gens comme Donald Trump. Il ne se soucie pas des soldats américains. Lui-même a évité la conscription. C'est vraiment la dernière personne à qui on voudrait confier des ordres pour une invasion terrestre. Il s'en fiche complètement. À un moment donné, il pourrait décider que les soldats américains sont remplaçables. Parce que quand on l'écoute parler de la guerre de Corée ou de la guerre du Vietnam, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose. C'est pas grave. Il dit, nous, on fait la guerre autrement. Celle-là, c'était une mauvaise guerre. Ah oui, j'ai oublié, c'est J.D. Vance qui a dit cette semaine que les anciens présidents américains n'étaient pas aussi intelligents que Donald Trump. Et c'est pour ça, selon lui, qu'on n'a pas à s'inquiéter avec Trump. Parce que tous les présidents précédents, ceux qui ont dirigé pendant toutes ces autres guerres, eux, ils étaient stupides. Pas Trump. Lui, il est différent. Trump, c'est un cran au-dessus. C'est un génie stable.
Mais en disant ça, J.D. Vance, ce néophyte de 41 ans, manque de respect à tous les anciens combattants américains morts en grand nombre dans ces différents conflits. Ça veut dire qu'ils ne respectent probablement pas vraiment la vie des soldats américains. En gros, ils les forcent à participer à une guerre illégale, en les abreuvant de propagande pour leur faire croire que ce qu'ils font est justifié ou légal. Et ensuite, ces gens-là, Trump, Vance, et tous ces fanatiques déchaînés qui occupent aujourd'hui la Maison-Blanche, ces sortes de supplétifs israéliens glorifiés, n'ont aucun problème à envoyer les soldats américains au front comme chair à canon. Dans leur esprit, ils pensent que c'est une guerre sainte à ce stade. Ils disent que c'est une croisade pour vaincre l'Iran, selon la vision sioniste chrétienne, à laquelle Hegseth lui-même adhère. Il est même membre de cette secte. C'est un adepte du Troisième Temple, un genre de secrétaire à la guerre autoproclamé. Alors, si c'est une guerre sainte, forcément, envoyer quelques milliers, voire 100 000 soldats américains au nom d'une cause supérieure, d'une cause sacrée, ça ne lui pose aucun problème. Et il n'est pas seul d'ailleurs. Trump est entouré de tous ces fanatiques religieux qui posent les mains sur lui, dans ces scènes gênantes où il prie pour le président. Et pendant ce temps, ils accusent l'Iran d'être une théocratie. Ils accusent la République islamique d'Iran d'être un régime d'extrémistes religieux. Franchement, je ne crois pas. Non, c'est pas extrême du tout. C'est même plutôt rationnel, posé, si on compare avec les Américains en ce moment, et un président qui tweet qu'il est la seconde venue de Jésus-Christ. Il l'a fait. Il se prend pour le Messie. Alors, qui sont vraiment les fanatiques religieux, si on regarde ça à l'échelle mondiale? Vous savez, le monde regarde l'Amérique et ce président, et il se moque du pays. Il se moque de ce président. Quel clone, quelle blague il est devenu, même à ses propres yeux, au-delà de toute honte. Et malgré ça, ils osent pointer du doigt les autres pays en les traitant d'extrémistes religieux ou de théocratie. Vous plaisantez? Franchement, on est à un moment très difficile, très dangereux, parce que le public américain est complètement déconnecté de tout ça, Nima. Je suis aux États-Unis en ce moment, je sors dans la rue, personne n'en a rien à faire de cette guerre. Non, ils s'en soucient pas. En Europe, c'est un peu différent, parce qu'ils sont touchés beaucoup plus durement sur le plan économique, et puis ils sont plus proches. Ils sont géographiquement plus près du conflit, évidemment, et ils pourraient bien subir de plein fouet d'immenses vagues de réfugiés si la situation s'aggrave. L'Europe en paierait le prix fort. Mais les Américains, eux, ne s'en préoccupent pas. En général, non. Quand on voyage à travers le pays, et moi, je l'ai fait, on le voit bien, les gens ne s'y intéressent pas, vraiment pas. Seule une toute petite minorité le fait. Et il y a aussi beaucoup de gens qui s'opposent ouvertement à cette guerre illégale, à ce régime en place à Washington. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment un sujet que les Américains prennent au sérieux. Du coup, ils ne remettent pas vraiment en question les affirmations ou les déclarations qui viennent de Washington ou qui passent par leur relais médiatique. Ils ne commenceront à le prendre au sérieux, Nima, que quand l'économie va se fracasser contre le mur. Et ça va arriver. Et même si Trump s'en sortait avec un faux accord de paix, du genre, il signe un papier lui-même et fait semblant qu'un Iranien l'a signé ou quelqu'un d'autre. Il trouverait sans doute un type, genre le pote de Steve Witkoff, celui qui a un magasin de prêt sur gage dans le New Jersey, un gars d'origine iranienne, et il le ferait signer à sa place. Ensuite, il dirait voilà, c'est le nouveau président. Ce serait un peu comme Juan Guaido. Ils vont trouver quelques Iraniens quelque part pour en faire le prochain président. Et ils vont s'en contenter un moment, jusqu'à ce que la prochaine vague de cette crise arrive. Je ne sais pas du tout où ils vont aller avec ça. Il faut que Donald Trump soit destitué.
c'est la seule issue possible. Ou alors, j'ai écarté l'idée d'une révélation soudaine. Je ne pense pas que ce soit possible avec ce président. Il est tout simplement trop ignorant et trop stupide. Et il s'enferme dans sa position. Il applique les méthodes de son mentor, l'avocat de la mafia Roy Cohn. Ne jamais admettre qu'on a tort et redoubler d'obstination. C'est aussi la tactique des négociations et de la diplomatie israélienne. Donc je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. C'est très difficile de voir une issue ici. Patrick, Donald Trump a tweeté aujourd'hui, enfin, sur son réseau Truth Social. Il a publié qu'il avait parlé avec le Premier ministre d'Arménie. Et il a dit que ce dernier comprenait parfaitement la situation. Tu vois, à quel point l'Iran est fragile, faible, et qu'il était prêt à nous donner, enfin à mettre à notre disposition ses bases et ses aérodromes pour qu'on puisse les utiliser contre l'Iran. Et plus tard, il a supprimé ce message. Je ne sais pas pourquoi il l'a retiré, si ça venait de son administration ou si c'est l'Arménie qui l'a contacté. Mais enfin, l'Arménie. Comment peut-on croire que l'Arménie pourrait apporter quelque chose de nouveau ou un facteur décisif dans ce conflit? Ce type va se faire écraser. C'est un petit pays. La population n'est même pas vraiment importante. C'est petit. Et ils vont se faire détruire comme les autres pays du Golfe. Tu penses que Donald Trump s'était inventé? Parce qu'il a dit, si vous ne négociez pas avec nous de bonne foi, si vous n'avez pas un accord avec nous, on va utiliser l'Arménie contre vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne vois pas l'Arménie être aussi stupide. Franchement, je sais pas. Non, pas du tout. Mais vous avez une marionnette, Pachinian, et des gens soutenus par les intérêts américains, réduits à l'état de vassaux pour cette raison précise. Mais réussir à faire ça, c'est une toute autre histoire. Et ça nous ramène à la question du Liban, que tu avais posée tout à l'heure, Nima, et à laquelle je n'avais pas encore répondu, mais je vais le faire. Le problème avec le gouvernement libanais, c'est qu'il s'agit en réalité d'un régime fantoche, contrôlé par les États-Unis et Israël. Le président et le premier ministre du Liban, Michel Aoun et Nawaf Salam, ont, selon moi, trahi leur pays. Ils l'ont vendu de la pire manière possible. Ce qu'on voit, c'est juste une façade de négociation entre Israël et le Liban. D'ailleurs, c'est illégal pour leurs dirigeants de négocier avec les Israéliens, parce que, si je ne me trompe pas, c'est contraire à la loi au Liban. Donc, ils enfreignent leur propre loi. Pendant ce temps, Israël bombarde le Liban sans relâche, tue des civils, massacre des Libanais, bombarde Beyrouth de manière indiscriminée, sans jamais s'en excuser. Et en plus, il déploie des troupes au sol, occupe le sud du Liban, avec l'intention de le garder, de l'annexer, comme ils sont en train d'annexer le plateau du Golan en ce moment. Des colons s'installent, à l'heure où on parle, sur le Golan en Syrie, avec l'approbation totale des États-Unis, d'Israël bien sûr, mais aussi du calife d'Al-Qaïda, si on peut dire, le président autoproclamé de Damas, Mohamed al-Jolani, alias al-Sharar. Mohammed al-Jalani, a.k.a. al-Sharar. C'est exactement ce qui va se passer dans le sud du Liban. Les colons vont vouloir faire valoir leurs droits. Et Ben Gvir sera là, en première ligne, à les encourager, avec Bezalel Smotrich et tous les autres. Ils rasent des villages libanais entiers qui existent depuis des milliers d'années, les détruisent complètement. Israël est en train de détruire des sites chrétiens sacrés. Et ils s'en sortent sans être inquiétés. Mais si Israël occupe militairement le sud du Liban, l'Iran pourra, avec une précision de missile, détruire tous les camps et les bases israéliens. C'est ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il y a un cessez-le-feu. Et c'est pour ça que le Liban fait partie des négociations. Mais Israël a déjà rompu le cessez-le-feu. Israël détruit des infrastructures, des bâtiments, des maisons, des écoles, des églises. Il les truffe d'explosifs, puis il se tourne vers la communauté internationale en disant « Ce n'est pas une violation du cessez-le-feu,
parce qu'on ne tire pas, on fait juste exploser. Et ils visent des journalistes, avec des frappes ciblées. Donc, selon eux, ce n'est pas une violation du cessez-le-feu, puisque ce sont des journalistes et non des soldats. Donc, d'après cette logique, ce n'est pas une violation du cessez-le-feu. C'est ça, la mentalité vraiment tordue et dépravée des Israéliens en ce moment. Ils tuent en toute impunité. Donc, le cessez-le-feu avec le Liban, c'est une façade. Israël attend simplement de gagner du temps pour se regrouper, maximiser ses gains et consolider ses positions, parce qu'il a besoin de cette source d'eau douce du fleuve Litani. Pour eux, c'est une question existentielle pour l'État d'Israël. Ils veulent étendre leurs frontières, et ils le disent très clairement. Et pourtant, tout le monde reste dans le déni, en disant « Oh, le projet du Grand Israël, ça n'existe pas. C'est une théorie du complot. C'est antisémite d'en parler. » Alors que Benjamin Netanyahou lui-même a déclaré publiquement cet automne que c'était bien leur ambition. Il a dit clairement que c'était le projet du Grand Israël. Vous êtes en train de le voir se dérouler sous vos yeux. Et ça ne s'arrêtera pas au sud du Liban, ni en Syrie. Ça inclut aussi la Jordanie, ainsi que des parties de l'Arabie saoudite et de l'Égypte. Oubliez la Cisjordanie et Gaza. Selon leur plan, c'est déjà réglé. Mais le gouvernement libanais, lui, c'est autre chose. Les États-Unis ont passé des décennies à acheter des pans entiers de la société libanaise, surtout au sein de la communauté chrétienne, pour la rendre pro-américaine, fidèle à Washington. D'une certaine manière, il ressemble un peu aux sionistes, parce qu'une partie de la récompense pour cette élite libanaise, c'était que les États-Unis distribuent des passeports américains à pratiquement tous les membres de leur famille, parfois même sans qu'ils aient jamais mis les pieds en Amérique, encore moins qu'ils y soient nés ou qu'ils y aient vécu. Voilà, c'est juste une partie du marché. Ils ont fait tout ça de manière stratégique et aussi à travers des contrats de l'USAID, en versant de l'argent à certaines familles, des familles libanaises influentes, pour soi-disant des projets au fil des années. Et puis bien sûr, il y a eu aussi des paiements en liquide. La CIA est probablement très impliquée là-dedans. Ils ont aussi permis à des services de renseignement israéliens, à des activités et à des entreprises israéliennes d'entrer au Liban. Donc, c'est un processus lent qui a peu à peu affaibli ce qui était autrefois un État indépendant, le Liban, dans le but d'isoler le Hezbollah. Et maintenant, l'envoyé spécial, Tom Barak, appelle ouvertement à une guerre civile, monte ouvertement les Libanais les uns contre les autres, les factions religieuses les unes contre les autres, en disant « Vous devez aider à désarmer le Hezbollah », pendant qu'Israël tient exactement le même discours. Alors voilà, tout le monde répète la même chose. Aux États-Unis comme en Israël, il faut désarmer le Hezbollah. Et la classe achetée au Liban suit le mouvement. Pendant que les Libanais regardent leur propre peuple se faire massacrer par les Israéliens, ils n'ont rien à dire contre eux. Ils restent là, à attendre, à se dire que ça va s'arrêter, que ça va passer. Les seuls qui défendent le Liban, c'est le Hezbollah. Et ce ne sont pas des terroristes. Vous savez, les Américains diront que c'est une organisation terroriste. Eh bien, selon le droit international, c'est défini comme une lutte armée de libération contre une occupation illégale. Parce qu'Israël n'a jamais cessé d'occuper une partie du territoire libanais, même avant que cette nouvelle phase de la crise ne commence. Il détenait encore des terres libanaises volées et menaçait le Liban. C'est pour ça qu'Hezbollah a existé à l'origine. Il n'aurait jamais existé si Israël n'avait pas occupé illégalement et brutalisé la population du Sud-Liban pendant des décennies. Et les États-Unis, eux, trouvaient ça normal. Ils n'ont rien fait pour freiner Israël de manière concrète. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Les États-Unis encouragent une guerre civile et poussent Israël à intervenir, à tuer et à occuper. C'est donc la pire situation possible pour un pays comme le Liban.
Et c'est pour ça que l'Iran a voulu inclure ce point dans les négociations, parce qu'il s'agit de la menace qu'Israël fait peser sur la région, et aussi parce qu'Israël peut utiliser le Liban contre l'Iran. Les Iraniens le savent très bien. Israël se sert du Liban, des menaces d'agression, ou encore des promesses de retrait ou de cessez-le-feu comme d'un moyen de pression sur Téhéran, en passant par les États-Unis. Tout ça fait partie de la même équation. On ne peut pas séparer ces questions. L'Iran regarde donc la situation dans son ensemble et la traite comme un seul et même théâtre. Et puisque c'est un seul théâtre, on ne peut pas le découper. Israël et les États-Unis ont d'ailleurs montré que leur agressivité ne se limite pas à Gaza, ni à telle ou telle zone. Ils attaquent et déclarent la guerre à n'importe qui dans la région, et ils l'ont déjà fait, contre le Yémen, contre les Palestiniens, contre le Liban, contre la Syrie, contre l'Irak et contre l'Iran. Donc pour les gens qui vivent là-bas, c'est très clair d'où vient la principale menace de violence et d'agression et d'où vient la sécurité. Et c'est très clair, ce sont Israël et les États-Unis. Ce sont les deux plus grandes menaces pour la sécurité. La paix et la prospérité en Asie de l'Ouest. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tous ceux qui vivent dans la région le savent. Mais on a ce récit qui est imposé de l'extérieur pour un public occidental, israélien et du Golfe. Mais ce n'est pas la réalité. Tout le monde en Asie de l'Ouest le comprend. Ils le comprennent parfaitement maintenant. Alors, on verra bien. Oui, exactement. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. Allez sur 21st Century Wire pour soutenir Patrick, patrickhenningsen.substack.com et aussi sa chaîne YouTube. Je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Vous pourrez les retrouver là-bas et soutenir Patrick ainsi que son travail. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Oui, merci. À bientôt. D'accord.